J'ai- Eric, né sur le lagon de Bora Bora, est pris d'une passion qui s'est transformée en véritable obsession. Nourrir la faune sous-marine. Au plus grand est le poisson, au plus fort est sa fascination. Il a été abandonné par son père qui n'a jamais donné signe de vie. Et sa mère n'a jamais pris le temps de s'occuper de lui. Eric reporte ainsi son manque d'affection sur tout ce qui vit dans la mer, en particulier sur les raies grises que son grand-oncle a capturées et introduit dans un enclos sous-marin. Eric a réussi à apprivoiser les raies grises et se retrouve ainsi à la tête d'une véritable armada de gourmands qui, en glissant leurs ailes sur sa peau, lui donnent l'affection dont il a toujours manqué. Les raies grises sont dangereuses. Les Polynésiens les appellent les raies armées, car leurs dards de 20 cm, attachés à la base de la queue, sont vénéneux. Le dard peut pénétrer le corps comme un harpon. Dès sa naissance, Eric recherche la solitude. C'est avec difficulté qu'il révèle son lourd secret. Je suis demi-tahitien et demi-français parce que ma maman est tahitienne et mon papa est français. Tu connais ton papa? Non. Parce que mon papa ne savait pas que ma maman était enceinte de moi. Et ma maman, elle a laissé mon papa. Je sais pas pourquoi. Ton papa, il te connaît? Mon papa, il ne sait pas si j'existe. Parce que comme lui, il ne sait pas que ma maman est enceinte.
se nourrir, Eric joint l'utile à l'agréable. La mer est son garde-manger, toujours frais. Il connaît les poissons tabous. Il évite aussi de capturer les poissons perroquets et les parailles, qui ont la ciguatera, une maladie qui provoque l'urticaire. Invariablement, Eric passe ses soirées sur ce bout de plage à imaginer un univers où il peut communiquer avec son père. C'était dans le Hitia, c'est là que mon père habite. C'est de là qu'il me regarde. Alors j'ai fait pour lui une chanson où je lui dis que je rêve de lui tous les soirs. Aujourd'hui, Eric travaille dans la ferme perlière de son grand-père. Comme il est doué pour la plongée, il a la charge de récupérer les colliers d'huîtres qui s'étendent en longs chapelets dans un recoin du lagon. D'un seul coup d'œil, il repère les huîtres suffisamment âgées pour être productives. Les huîtres sont confiées à un spécialiste japonais qui délicatement ôte la perle noire, en réalité un petit bout de nacre que l'huître a rejeté. L'huître va servir à nouveau. Le technicien replace un autre nucléus de plastique. Au bout de quelques années, l'huître va l'enrober de nacre et le transformer en perle noire. L'opération se termine quand les chapelets sont remis à leur place. C'est l'occasion pour Eric de passer des heures supplémentaires dans son univers aquatique, à écarter les prédateurs d'huîtres, les raies léopards qui, avec leurs petites dents, détruisent les nacres. Reprend le dessus. Et bien vite, les raies les plus fugueuses sont apprivoisées et entament avec lui un balai aquatique. Parfois, un petit frère rejoint Eric pour jouer avec la raie léopard. Attention son zizi. Là.
Non, c'est pas Zizi Foufounette. C'est une femelle. À force de parcourir le lagon et d'en connaître tous les recoins sous-marins, Eric lit dans le sable mieux que dans ses livres scolaires. Il est devenu un des meilleurs pêcheurs de crustacés de l'île. Il piège les squis en claquant ses doigts à la surface et en les appâtant. Je suis le meilleur pêcheur de Varo sur l'île. Les pinces peuvent couper le gourmand, les doigts. Ces pinces sont très douloureux. La squie peut se vendre très cher, et si Eric les vend au bateau du Club Med, c'est dans l'espoir utopique de se faire remarquer de son père, ou de chercher un visage qui ressemble à l'image qu'il se fait de lui. Peut-être que mon père se trouve sur ce bateau. Il ne sait pas que j'existe, mais au moins il m'aura vu. Ils ne savent pas que le Varo est meilleur que la langouste. Eh bien, s'ils ne veulent pas de mon Varo, je le mange moi-même à poil avec du beurre. Parfois, le désespoir atteint Eric si profondément qu'il joue avec les idées de suicide. Quand je vais mourir, je plonge avec le requin et je mets plein de poissons autour de moi et le requin me mange. Et c'est fini, je suis mort. C'est comme si je n'existais pas. Pourquoi tu veux te noyer? Je veux finir mes pires ennemis. Qui c'est tes pires ennemis? Tout le monde, c'est tout le monde. Alors viens, moi je vais t'apprendre à la plongée. C'est vrai? Un des voisins d'Eric, le moniteur de plongée, Claude Sibani, touché par son désespoir, le prend sous son aile. Ok, tu viens? Peu à peu, Eric trouve en lui un père de substitution. T'as pas peur? Alors on y va tout à l'heure. T'as bien compris? Ça va tomber. Ça tombe pas? Non, non. Tu ne plonges pas avant que je plonge. On prend ça. Quand je te dis 3, on descendra tous les deux. Ok. Tu te souviens des signes? Oui. Ça, c'est... ça va? Ça va. Et ça? Et ça va pas. Ok. J'ai plus d'air? C'est. Non, j'ai plus d'air. J'ai plus d'air. Ah oui. Ça, c'est combien tu as d'air. Ok? Et ça, c'est on descend. On remonte. Tu restes où tu es, tu viens vers moi. T'es prêt? Tu tiens le détendeur et le masque avec la même main. Et à 3, tu pars en arrière. 1, 2, 3. Eric est vite conquis. Claude lui apprend la plongée sous forme de jeu, une manière d'oublier le carcan de la solitude. À travers cette discipline qu'impose la plongée, Eric découvre que tous les hommes ne sont pas ses pires ennemis. Mais le danger est toujours présent. La morsure de la murène javanaise est redoutable. Elle peut sectionner un doigt. Et les déchets coincés entre ses dents provoquent des infections. Mais les plongeurs ne voient dans la murène aucune malice. Et déjà Eric, comme d'habitude, s'est mis en tête de l'apprivoiser en la nourrissant.
Claude va plus loin. Par jeu, il essaie d'arracher les dents pourries de la murène pour permettre aux nouvelles de repousser. Même la murène la plus dangereuse ne détourne pas Éric de son besoin d'affection. Heureusement, Claude veille. Le Napoléon est d'un naturel plus câlin. Il a obtenu ce nom parce que sa bosse rappelle la forme du chapeau de Napoléon. Un banc de raies léopards attire les plongeurs. Léopard entame une danse de séduction. Le mâle étreint la femelle qui est plus grande que lui. Il s'accroche à elle avec sa bouche qu'il utilise comme une ventouse. Le couple d'amoureux s'unira de longues minutes en se glissant à travers les récifs. Un requin marteau est à l'affût. C'est le plus grand prédateur des raies léopards. Macaran ne s'intéresse pas à nos plongeurs. Il y a suffisamment de raies léopards. Il attend son heure de table, la nuit, pour se servir. Éric remonte trop vite vers la surface et oublie de faire ses paliers. Claude le retient à temps. Alors le jeu reprend le dessus. On s'engueule et on hurle des gros mots, feutrés par l'eau. Jour après jour, les animaux marins tissent un lien et un langage entre Éric et Claude. Car dans les grandes profondeurs, la vie de l'un peut dépendre de la présence d'esprit de l'autre. Les raies manta offrent au regard ce que la mer a de plus majestueux. Leur corps cartilagineux a une envergure de 4 mètres. Elles ont fait peur à des générations de marins, mais elles se révèlent inoffensives, car elles ne se nourrissent que de plancton. De la même famille que les requins, elles en sont souvent les victimes. Vis-à-vis de l'homme, elles se montrent parfois timides, parfois curieuses.
Les plongeurs ont de la chance. Deux raies manta entament une danse nuptiale. Les rémoras suivent tant bien que mal les mantas dans leur vertige amoureux, tout en les nettoyant de leurs parasites. Le mâle atterrit sur son porte-avions et s'unit à sa partenaire. Surface des millions de particules, le plancton, dont se nourrit les raies manta. Gueule ouverte, la raie aspire le plancton et rejette l'eau par ses branchies. L'amitié qu'il a trouvée en Claude amène Eric à poser en l'homme un regard plus confiant. La rencontre avec les ombres de la mer éclaire les zones d'ombre de sa vie. Aujourd'hui,
Eric sait qu'il n'a pas besoin de la reconnaissance de son père pour se sentir exister et retrouver les sources de la joie. Le jeune Tahitien, l'enfant du lagon, l'enfant solitaire nous fait partager sa passion des requins. C'est grâce aux requins qu'il se sent vivre. C'est à cause d'eux qu'il a failli mourir. Chaque semaine, Eric va vérifier les pièges à poissons de son oncle. Les petits requins qui pullulent autour des îles s'y font prendre. Plutôt que de voir les requins comme ses ennemis, Eric apprend à les côtoyer. Il sait quand il faut les craindre. Le travail d'Eric consiste à transporter les requins pointe-noire à travers le lagon jusqu'au parc à requins de son oncle. Depuis la nuit des temps, les Tahitiens ont construit des parcs pour habituer leurs enfants à connaître les requins et à ne plus en avoir peur. Sur son petit motou situé aux abords du parc à requins, Eric, le Robinson de Bora Bora, n'a pas de soucis matériels. Il lui suffit de tendre la main pour s'abriter et se nourrir. Eric fait partie d'une famille de seigneurs de la mer qui capturent les requins. Et son oncle l'initie à cette tradition. C'est un jour important dans la vie d'Eric. Et le porte-bonheur marque son appartenance à cette corporation qui exerce un métier périlleux. Ok. Maru. Haru datang machine. Et toi, Eric, t'es venu aussi à cette école-là? Qu'est-ce que l'école? Je ne peux pas regarder le point de Je vais t'apprendre à attraper le requin et la corde. À l'assaut, regarde bien comment il faut attacher. Tu fais un nœud. Oui. Et tu fais un autre nœud. Et après, tu dis que le tableau dedans. Après, tu fais un tour et encore un nœud comme ça. Et là, tu mets ton poisson. Sans pas. Ah, Tá vendo?
tient avec le poisson. Voilà. Et le requin vient manger par là, après il va bloquer dedans. Eric attire d'abord les requins avec des morceaux de poisson. Les squales sentent mieux qu'ils me voient. Et l'odeur du sang stimule leur réflexe prédateur. Les requins pointe-noire ne dépassent pas 2 mètres. Ils sont vite effrayés et peuvent être facilement repoussés. Mais quand ils attaquent, ils peuvent confondre un bras ou une jambe avec leur proie. Ils mordent, mais ne tuent pas. Les requins deviennent nerveux. Il est temps pour Eric d'opérer sa première capture au lasso. Même s'il a la gueule bâillonnée, le requin pointe-noire est dangereux. Sa peau est comme du papier de verre et peut blesser. Eric veille à ne pas immobiliser le requin trop longtemps pour ne pas l'asphyxier. Si le requin ne bouge plus, il meurt, car il a besoin que l'eau passe par les branchies pour respirer. Les pêcheurs attachent le requin pointe-noire sur le bord de la pirogue et l'emmènent. La peau, c'est comme du papier verré. Papier vert. Ouais, et quand ça fait, et ça arrache la peau. Blessure. La pointe-noire est tractée jusqu'au parc à requins, où il ira rejoindre les siens. Quand j'ai attrapé le petit, j'avais pas apporté sur mon plan en haut. Eric, l'enfant du lagon, n'arrive pas à s'adapter à l'école. Il ne voit pas en quoi le français, l'anglais et les maths peuvent lui servir à mieux pêcher les poissons et à capturer les requins. Il s'apprête à tripler sa classe de 6e. Il ne rêve que d'entraîner ses camarades dans son parc à requins pour y jouer d'une étrange façon avec un requin dormeur de 4 mètres. Ici, il a attrapé le requin. J'ai failli toucher dans le bas. Le dormeur fait sa sieste, la tête coincée dans une crevasse. Il a comme tous les requins mâles, un double sexe qui porte le nom de ptérygopode. On peut apprivoiser un dormeur, mais attention à ses mâchoires qui forment un véritable étau. Sa gueule est faite pour aspirer des coquillages ou des crabes. Ses dents plates ne déchirent pas, mais elles peuvent broyer la main ou la jambe d'un enfant, le maintenir au fond de l'eau et le noyer. Pour Eric et son ami, il s'agit de chevaucher le requin le plus longtemps possible. C'est sous forme de jeu que les enfants apprennent l'apnée. Ils fusionnent tellement avec le requin qu'ils oublient leur peur.
que le requin donne des signes de fatigue, le jeu est terminé. Le dormeur retourne dans son repère pour y reprendre sa sieste. La passion des requins amène Eric à vouloir plonger en dehors du lagon, dans le grand bleu où les requins sont plus dangereux et plus fascinants à observer. Pour réaliser ce nouveau défi, il fait appel au moniteur avec lequel il a passé son brevet. Tu as déjà vu des requins? Ouais, des grands en plus. Où ça? Ouais, sur mon tendon, avec le filet. Des grands requins? Oui. Quoi J'ai comme requin? attrapé. Hein? J'ai attrapé. Attrapé? Moi, C'est mon des tonton. petits requins alors. Non, des grands. Un requin gris de 2 mètres surgit, souple et élégant. Il vient sournoisement examiner les plongeurs. Aussitôt, une meute de silhouettes fuselées se rassemble, tous les sens en alerte. Eric plane et se met en harmonie avec eux. De nature curieuse, les requins gris sont vifs et téméraires. Ils évoluent en spirale et exécutent un balai autour des plongeurs. Aucune menace, aucune provocation de part et d'autre. On s'observe. Puis vient le moment dangereux. Eric et le moniteur Yves Lefebvre apportent du poisson mort afin d'étudier les habitudes alimentaires des requins gris. Un cercle menaçant se rétrécit autour des plongeurs. Pour échapper à la furie meurtrière qui s'empare des requins gris, Eric et Yves cherchent rapidement refuge dans une grotte. La présence d'un requin à pointe blanche de corail, qui vit tranquillement au fond de sa grotte, empêche les plongeurs de se protéger contre la paroi. Si ce requin à face de rat devait se sentir acculé, il mordrait. Tout en gardant un œil vigilant sur ses arrières, Eric fait face au spectacle majestueux des seigneurs de la mer, filant comme des javelots d'acier. Des pointes noires sont venues se joindre à la frénésie alimentaire des requins gris.
À ce stade, les requins ne font plus la différence entre le poisson et l'homme. Les plongeurs sont captifs dans la grotte. Comme des têtards géants qui se perdent dans le bleu, les requins se disputent le dernier morceau de poisson. Il vaut mieux ne plus s'attarder. Les plongeurs profitent de ce moment opportun pour regagner la surface. Oh, c'est formidable! Que vous devez être un requin. Un requin? Oui. Comme les autres? C'est grand, hein, comme les autres. Ah, ça t'a plu alors? Hein? Ça t'a plu? Oui. C'est bien. Et hier, où t'es parti? T'as plongé aussi? Eric retire de cet exploit un certain prestige auprès de ses camarades, ce qui compense ses échecs scolaires. Mais c'est votre frère. Quant à ses professeurs, ils lui donnent une chance et décident de le faire passer en 5e. Dès la rentrée, il fait un exposé sur les requins. Ouais. Sûr, hein, c'est promis. Hein. Ouais. Mes chers collègues, monsieur le professeur, je vais vous raconter ma dernière plongée parmi les requins, qui a failli se terminer en catastrophe. L'événement qu'Eric raconte dans son exposé pour l'école a failli se terminer en drame. Il a lieu dans la passe des dauphins à Tiputa, sur l'atoll de Rangiroa. Eric ignore que selon les heures, le courant change de direction et entraîne les plongeurs dans l'océan, et c'est danger. Hey, fais attention, requin. Ok, là, quand tu veux. Attends. C'est bon, t'as bon à goûter. Hey. Allez, voilà. Les dauphins entraînent Eric malgré lui dans la passe dangereuse. Soudain, Eric est emporté par le courant. Il essaie de retrouver son équilibre et de s'accrocher au récif. Les dauphins s'éloignent dans le grand bleu et laissent la place aux requins. Ce sont des pointes blanches de 3,50 m, des mangeurs d'hommes. Eric ne peut résister au courant. Il est trop tard quand il se rend compte qu'il nage déjà dans l'océan. C'est la première fois qu'Eric voit des pointes blanches. Mais il sait quand il faut les craindre. Aussi reste-t-il serein. Autant profiter de l'aubaine pour les admirer. Les seigneurs de la mer sont si majestueux
que l'on a presque envie de passer la main sur leur fuselage d'acier si une petite voix n'avertissait du danger. Les pointes blanches sont d'autant plus beaux qu'ils sont dangereux. Il en vient de partout. Ils sont à l'affût d'une trace de sang ou d'un mouvement de panique de la part d'Eric. Pour l'instant, rien n'indique qu'Eric soit comestible. Il peut même représenter une menace pour les requins. Ils attendent un signal pour attaquer. Le signal d'attaque, c'est le Zodiac venu au secours d'Eric qui va le donner. Les requins deviennent nerveux et se glissent entre Eric et le Zodiac. Eric hésite à remonter. Il se sent prisonnier. Il n'a bientôt plus d'air. Que faire ? Un requin gris se place en remorque derrière le pointe blanche. Il se sent trop petit pour attaquer directement. Aussi, il excite les grands requins pour qu'ils mordent en premier. Il compte sur les restes du festin. Le balai avec la mort commence. Un requin soyeux venu des profondeurs aperçut des signaux d'excitation. Il fait 4 mètres. C'est un tueur. Il n'hésite pas. Il faut remonter, même si cela signifie traverser le barrage de requins. Le moment le plus dangereux, c'est quand Eric va monter sur le Zodiac. Dans son exposé pour l'école, Eric conclut. J'ai emprisonné les requins dans un enclos. J'ai fait un cheval sur leur dos. Les requins se sont vengés. Ils m'ont emprisonné dans une grotte et dans le bleu. Aujourd'hui, je ne capture plus de requins. Entre seigneurs de la mer, on se respecte. Les requins poursuivent Eric où qu'il aille. L'enfant sauvage les nourrit sur les plages. Il les voit dans ses rêves. Il en parle à l'école. En eux, il a trouvé ses maîtres. Erich Murnau et Robert Flaherty.